Sac passé les Captain, Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait environ 10 ans que je fais du dev et je voulais t'en parler. On va voir ça ensemble. Juste avant, si tu me connais pas, t'es sur la chaîne Captain Dev, c'est Emmanuel. Moi, je te parle de comment progresser en tant que développeur web. Je te donne plein de conseils, donc n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi aux emails privés si tu veux recevoir du contenu directement dans ta boîte mail. Le lien est juste en bas dans la description. Ok, donc là, on va partir sur la phrase bateau. C'était mieux avant. En fait, il y a 10 ans, quand j'ai commencé le dev, ça n'avait pas du tout la même tronche que ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, on utilisait déjà jQuery pour le front. Il n'y avait pas vraiment de framework JavaScript. On avait très peu de complexité sur le front-end. Ça se limitait à 2-3 animations ou un appel Ajax, histoire d'avoir un formulaire un peu plus dynamique. Le rendu des pages s'était fait côté serveur. T'avais pas vraiment de moteur de templating côté front-end, où c'était très peu utilisé. Il y a ceux qui utilisaient jQuery, il y avait d'autres frameworks qui existaient déjà, mais c'était vraiment très peu utilisé comparé à maintenant où ça devient la norme. Pour exemple, ceux qui font du full stack JavaScript, Node.js n'existait même pas. Donc finalement, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus simple pour les développeurs front-end parce qu'on faisait même pas la différence entre développeurs front-end et back-end. T'étais développeur web tout court, et puis c'est tout, quoi. T'avais pas à chercher plus loin. Tu devais maîtriser un langage serveur qui te permettait de générer tes pages et maîtriser un peu JavaScript pour le peu de code qu'on exécutait à l'époque, et encore on pensait que c'était déjà beaucoup avec l'arrivée de jQuery. Donc je te parle de ça, mais ça date quand même d'il y a environ 10 ans, ça a énormément évolué depuis. Donc là, tout ce que je vais te raconter, c'est par rapport à mes expériences, c'est pas des vérités absolues. Moi, il y a 10 ans, je faisais pas énormément de JavaScript, à part un peu de jQuery, comme j'ai déjà dit, et ça a bien évolué. Il y en a certains qui utilisaient des frameworks depuis bien avant jQuery, en fait. Donc voilà, c'est par rapport à mon histoire. Si ça te va pas, bah écoute, tant pis. Pour moi, ce qui a beaucoup changé en 10 ans, c'est déjà l'arrivée du mobile. 2007, t'as l'iPhone qui sort, les sites web mobiles ne ressemblaient à rien, faut dire ce qui est. En 2011, j'ai pu bosser sur un vrai site optimisé pour mobile. Donc à l'époque, c'était pour un site de petite annonce pour l'automobile. Et c'était vraiment intéressant d'avoir toute la partie performance qui est vraiment cruciale. On a tendance à oublier aujourd'hui que chaque octet compte. On devait être en dessous des 50 kilooctets pour le site en entier, ce qui est juste impensable aujourd'hui, même avec toutes les optimisations du monde. C'était aussi les premières fois où j'utilisais du CSS pour rendre mon site responsive. Le responsive design qui maintenant est la base. À l'époque, ça n'existait pas, ou c'était très peu utilisé, et on devait faire carrément une version mobile de notre site web. On avait deux interfaces pour le même site selon les devices. Donc je pense qu'on a tendance à vraiment oublier le chemin parcouru pour ceux qui font du dev depuis longtemps, et peut-être même ceux qui ont raté un peu le coche des frameworks front. Peut-être que vous avez plus de mal à vous projeter dans du développement web maintenant parce que il y a eu énormément d'évolution et il faut réapprendre énormément de choses. Et pour les plus juniors d'entre vous, ceux qui démarrent depuis 2-3 ans, qui n'ont pas vraiment connu cette époque, si vous tombez un jour sur des projets legacy, ça vous fera un peu bizarre. On en reparlera le moment venu, mais il faut vraiment se rendre compte que ça a énormément évolué et que ça va continuer d'évoluer très très vite. Donc côté framework JavaScript, là, au jour d'aujourd'hui, les trois prédominants, c'est Angular, Vue.js et React.js. Ça pour moi, c'est un énorme changement. Donc au début, c'était un peu considéré comme des usines à gaz, mais finalement avec le temps, on a commencé à transférer de la complexité du back-end, où on générait le rendu de nos pages, vers le front-end, où on met toujours plus de logique d'affichage, de logique métier, et finalement on est arrivé au fameux SPA, donc Single Page Applications, qui sont en fait une seule page d'un point de vue HTML et d'un point de vue de l'ancien monde au niveau du rendu de la page, mais qui va être tellement dynamique qu'on y met toute une application dedans. Et ça, ce changement-là aussi, il a un peu secoué le marché, parce que ceux qui l'avaient pris en avance de phase se sont retrouvés avec un énorme avantage, pouvoir développer une SPA en 2012, très avant-gardiste. Maintenant, c'est devenu mainstream. Je sais pas exactement quelles vont être les tendances pour les 10 prochaines années, mais je sais très bien que ça va continuer d'évoluer, qu'on aura toujours plus de choses, et que le métier de développeur front maintenant va encore se complexifier. Pour rappel, à l'époque, on faisait vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui du front et du back, même si le front n'était pas aussi évolué, et maintenant les développeurs back ont tendance à ne quasiment même plus faire du UI. Donc c'est vraiment, les deux métiers se sont séparés. Bon, il y a encore le terme de développeur full stack qui pour moi veut tout et rien dire. Si on veut aller au bout du terme full stack, ça voudrait dire que la personne maîtrise tout de A à Z, et je pense qu'il y en a très peu. Je pense qu'il y a très peu de développeurs qui ont ce niveau de vrai full stack en fait. Donc voilà, les frameworks se sont mis en place, la logique s'est complexifiée sur le côté front-end,
Du coup, ça fait toujours plus de code à pousser sur le front. On a de nouveaux types d'optimisation qui sont arrivés. À l'époque, on utilisait juste la minification et encore, elle n'était pas si avancée qu'aujourd'hui, avec des outils comme Webpack notamment, tout ce qui est module bundler, avoir besoin de bundler en fait un front-end. À l'époque, c'était vraiment, il y avait très peu besoin. On avait 2-3 outils qui nous permettaient de générer les fichiers .min, .js ou .min.css et ça partait en production. Maintenant, on a tout un tas d'optimisations qui nous permettent de limiter l'impact de la taille du payload qui a augmenté sur les performances. Pareil pour CSS, ça a énormément évolué, il y a toujours plus d'attributs. Il y a toujours plus de choses possibles à faire maintenant. Quand je vois les animations qu'on peut faire en CSS, la gestion des SVG qui est toujours plus avancée, c'est à 1000 lieues de ce qu'on avait à l'époque. Et du coup, c'est tant mieux en fait. Ça permet d'avoir des interfaces utilisateurs qui sont beaucoup plus réactives, beaucoup plus jolies. Et il y a plein de choses qu'on faisait en JS à l'époque, qu'on fait maintenant en CSS, et c'est tant mieux parce que c'est beaucoup plus optimisé et c'est beaucoup plus rapide si on veut avoir une interface assez fluide. Un autre truc qui a énormément changé, c'est les navigateurs. Les navigateurs, ils ont beaucoup évolué. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet sur Chromium dans Edge, donc je te mettrai un petit lien juste en haut. Ça s'est vachement normalisé. Chromium a mangé le marché. Firefox et Safari, ils doivent se partager 5% des parts de marché, un truc dans le genre. Edge a remplacé IE et maintenant Edge intègre Chromium. Donc finalement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de supporter tous les navigateurs entre guillemets, parce qu'il y en a plus tant que ça, et que les versions hors support de Internet Explorer qui étaient juste ingérables en fait, juste insupportables à gérer, ne sont plus supportées par Microsoft, donc théoriquement moins utilisées, même si en entreprise on a encore certaines versions comme IE11 qui a ses défauts. Cette partie-là, mettre en place la compatibilité pour les navigateurs, elle était hyper chiante, c'était hyper relou. Et en fait, il y a peu de gens qui se rendent compte, surtout chez les jeunes développeurs, où ces problématiques-là, ils ne se rendent pas compte à quel point c'était important à l'époque, parce que tu arrives en entreprise, tu as développé ton application sur Firefox ou Chrome, si elle fonctionne pas sur IE, mais que ton sponsor est sur IE, pour information d'entreprise, ton sponsor, c'est lui qui va te donner ton budget, on va dire, entre guillemets. Je schématise un peu. C'est pour lui ça ne marchera pas en fait. Donc voilà, toute la partie support des navigateurs s'est vachement améliorée, même si on a différentes tailles d'écran à gérer avec des nouveaux outils CSS comme Flexbox par exemple. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est juste une tuerie d'un point de vue layout. La facilité à laquelle tu peux créer un layout responsive. Donc voilà, sur cette partie-là, pour moi, c'est beaucoup plus puissant parce qu'on a plus de choses. On peut faire plus de choses, mais c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a moins de complexité sur la différence des navigateurs à supporter, et c'est tant mieux. Donc la question que je me pose maintenant, c'est où est-ce qu'on en sera dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que ça aura encore énormément évolué. Je sais pas si on peut prévoir dès maintenant ce qui va se passer, mais ce dont on peut être sûr, c'est que chaque mois, chaque semaine, il y a des nouveaux standards qui sont intégrés dans les navigateurs, il y a toujours des nouveautés, et il y a toujours moyen de progresser, et ça veut dire qu'on aura encore du boulot pendant un max de temps. Par exemple, WebAssembly a été intégré au standard du W3C, c'est aussi supporté maintenant sur tous les navigateurs depuis quelques mois voire années maintenant, et c'est une des grosses features qui manquait au web pour être compétitif vis-à-vis de ce qu'on appelle les clients lourds. Pour schématiser, WebAssembly, ça te permet de faire tourner un format proche du natif dans ton navigateur. Donc tout ça, c'est des technos et des fonctionnalités du web qui vont faire que le web va encore évoluer, et dans 10 ans on ne sait pas encore où on en sera. Peut-être qu'on fera plus de VR, peut-être qu'on fera des trucs plus minimalistes, on ne sait pas exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va continuer d'évoluer, et si ça continue d'évoluer, ça veut dire qu'il y aura encore plus de demandes, encore plus de besoins pour les développeurs. Donc voilà, si tu te posais aussi la question, est-ce que c'est encore valable, est-ce que c'est encore viable de devenir développeur web en 2020 ? Bien sûr que oui, et je pense qu'il y en a pour quelques années derrière, donc n'hésite pas à te lancer dedans, hein. Mais par contre, je te garantis qu'il va falloir que tu te charbonnes, il va falloir énormément travailler, mais ça reste une très belle opportunité, et si tu sais pas quoi faire et que le dev ça t'intéresse, lance-toi, il y a des formations accélérées, tu peux tout faire aujourd'hui, tu peux vraiment tout faire. La seule condition, c'est de vraiment bosser, de bosser un maximum, et puis tu finiras par y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. N'oublie pas de mettre un petit commentaire pour me donner ton avis. Si ça fait 10 ans que tu fais du web ou plus, n'hésite pas à nous faire part de ton expérience, nous dire un peu comment tu l'as vécu, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!